Le monde se divise en deux catégories. Here's Johnny. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Bienvenue sur la deuxième partie de ce podcast consacré au film Scarface. Nous allons donc reprendre là où nous en étions restés la dernière fois. Et oui, on a beaucoup de choses à dire sur ce film, comme vous l'avez compris, donc on va enchaîner. Alors moi, je l'avais vu au cinéma. J'avais gagné des places à l'époque où j'étais abonné à la Gangsta Night. Ah ouais, la classe. Qui était donc diffusée au Gaumont Saint-Étienne à l'époque. Et ouais, il y avait Usual Suspect et Scarface en deuxième partie de soirée. Deux petits films. De films mineurs, voilà. Et c'est vrai que c'était vachement bien, ça m'avait vachement intéressé de voir ce film. J'avais dû le voir une fois avant. T'avais dû me proposer de le regarder en DVD. Tony Montana vivait pas loin de notre salon. Voilà, c'est ça. Il y a eu une période où Tony Montana vivait chez nous, donc voilà. Mais c'est vrai que moi je trouve quand même que la deuxième partie du film, tu sens le personnage qui vit son désespoir, quoi. Bon, alors il a atteint tous ses objectifs. Il a l'argent, il a le pouvoir, il a la femme qu'il voulait. Mais bon, concrètement, donc il a un mariage vide de sens, il a pas d'enfant et on comprend que ça c'est un vrai problème pour lui. Dans la scène du resto, quand il reproche à sa femme de n'être qu'une junkie, tu sens que c'est vraiment du désespoir, quoi, qu'il exprime. Alors c'est un vrai salaud dans sa façon de lui dire, mais voilà. Et en plus, il est parano parce qu'en fait, maintenant qu'il a atteint tout ce qu'il voulait, il faut juste qu'il se protège et qu'il s'assure que personne vienne lui usurper sa place, en fait, quoi, ce qui finit par arriver. Mais bon, il a obtenu tout ce qu'il voulait, mais il n'est pas heureux pour autant. Et là où dans un scénario habituel, un personnage se remettrait en question et apprendrait quelque chose, lui, non. Il reste droit dans ses bottes. Voilà, quoi. Finalement, on parlait du dude sur le dernier podcast. Il y a ce point commun, quand même. Oui, c'est vrai qu'il ne change pas, quoi. Parce que souvent, donc, il y a ce qu'on appelle les character arcs en anglais, donc l'arc du personnage, où en gros, il y a quand même un voyage, enfin pas vraiment un voyage, mais un schéma psychologique qui s'opère, c'est-à-dire qu'au départ, il part d'un certain point, il a certains défauts. Ces défauts vont l'amener à commettre certaines erreurs, et à partir de ça, le personnage apprend et va changer. Et là, pas du tout, quoi. C'est-à-dire que le gars, il reste droit dans ses bottes. Il va surtout pas modifier sa façon de faire et sa façon de voir les choses jusque dans sa mort, en fait. Voilà, quoi. Il garde son arrogance jusque dans sa façon de mourir, quoi. Donc ça, c'est... Et moi, justement, la question que j'avais, c'est ça. Qu'est-ce qui le rend comme ça, quoi? Pourquoi il a la rage comme ça? Est-ce que c'est parce qu'il est immigré et que du coup, la société américaine le considère un peu comme un moins que rien? Est-ce que c'est parce qu'à la base, il a un ego surdimensionné? Est-ce que c'est parce que les gens autour de lui, qui dans le business dans lequel il gravite, les gens sont issus d'une classe sociale largement plus élevée que la sienne, et que du coup il a un certain complexe d'infériorité? Ouais. Est-ce que c'est pour ça qu'il agit comme ça? Tu vois, moi ça me pose des questions. Qu'est-ce qui l'amène à être comme ça, à être aussi narcissique, parce qu'il y a quand même ses initiales qui sont gravées écrites sur son fauteuil, il faut quand même le faire. Un peu partout, ouais. Un peu partout dans la maison. Le bling de sa maison, elle est d'un goût. C'est bling bling, ouais. C'est bling, mais c'est à la hauteur de sa garde-robe. Ça pique les yeux, quoi. Voilà. Alors c'est sans doute un trait de caractère qui est renforcé par la coke, parce qu'il prend de la coke pendant toute une partie du film. Quasiment tout le film. Ouais, dès qu'il est en capacité de se la payer. Dès qu'il est en capacité de l'avoir, quoi. Mais c'est vrai que c'est un film sur l'ego, en fait. Moi, je trouve que c'est un film vraiment qui parle de l'ego et de... C'est d'autant plus vrai qu'on connaît pas l'histoire de Tony Montana. Ça, c'est prend super intéressant. Au début du film, tel qu'il est, mais on sait pas exactement. Alors, on comprend qu'il a gravité dans des gangs, qu'il a été assassin dans certains gangs. Avec le tatouage au tout début du film. On n'a aucune explication sur la cicatrice. On n'a aucune explication sur la cicatrice. Ça m'a fait penser au personnage du Joker, d'ailleurs, dans The Dark Knight. C'est pareil. Je voulais le dire exactement. Ouais, dans Dark Knight, c'est aussi un parti pris que de ne pas exposer l'histoire du personnage. Et là aussi, c'est un vrai parti pris où tu peux imaginer tout un tas de choses. Alors Christopher Nolan dans The Dark Knight, il disait que justement il ne voulait pas expliquer la cicatrice, c'était un choix parce que
il disait si on sait d'où elle vient, ça humanise le personnage Exactement. et du coup ça le rend moins menaçant. Et pour Scarface, je trouve que c'est un peu, C'est un peu la même pareil. idée en fait. Hein. Ouais, je pense que c'est. Et puis, du coup, ça crée quasiment un mythe, une legacy autour de Tony Montana, parce que tu peux tout imaginer en fait. Qu'est-ce qui lui est arrivé, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Et alors, c'est intéressant la cicatrice parce que le film s'appelle Scarface, mais à aucun moment dans le film il est mentionné. Peut-être une fois, mais en espagnol. En espagnol, ouais. Je sais plus il y a cicatrice dans le mot, mais je sais plus quel est le. Et alors ça, c'est clairement parce qu'on n'a pas parlé du film. En fait, c'est un remake. Oui, c'est un remake, tout à fait. On n'a pas parlé du film, qui est un film des années 30. Ouais, il date de 33. Attends, je retrouve mes notes. Il me semble qu'il date de 1933. Et c'est en fait le premier Scarface. Il est inspiré librement de la vie d'Al Capone. Ouais. Très inspiré. Ouais. Voilà, qui officiait surtout pendant la Prohibition. Donc en fait, dans le film original, Scarface dealait de l'alcool et pas de la drogue. Hein. Donc là, je vous lis un passage d'un article issu du site Le Blog du Cinéma. Donc voilà, le film, effectivement, il date de 32. Le thème principal abordé dans ces deux Scarface reste le même, le monde de la mafia, ses petites pratiques tout à la fois habiles et scandaleuses. Et le scénario, quant à lui, tient dans le parcours fictif d'un personnage inventé qui a réussi à devenir, pour un temps limité, le plus grand de tous les mafieux. Donc il y a quand même des thèmes très similaires dans l'un et dans l'autre. Et il y a plein de petits clins d'œil en fait dans le Scarface de Palma par rapport au Scarface initial et au film de base. Ils sont très différents. Les deux films ont quand même beaucoup de. L'époque est pas la même aussi. Hein, faut quand même. L'époque est pas la même. La violence visuelle aussi que tu retrouves beaucoup dans le Scarface de 83. Est complètement absente, c'est beaucoup plus sobre, beaucoup plus subtil. Oui. D'abord parce que je pense qu'il y a une censure qui n'était pas la même non plus à l'époque, des capacités à montrer la violence qui n'était pas la même, et probablement aussi une violence de tous les jours qui n'est pas la même non plus dans le Chicago des années 30 que dans le Miami des années 80. Même si elle est, je pense, caricaturale dans le film. Et là, pour le coup, Oliver Stone s'est fait un peu couillonner, si je peux se dire. Puisqu'en fait, il voulait faire un film assez proche de la réalité, de ce qui se passait vraiment dans le milieu de la drogue, dans le Miami des années 80. Le contexte choisi géopolitique est pas neutre, il est choisi à dessein par Oliver Stone au départ, et d'ailleurs Brian De Palma met des images d'archives au tout début du film. Le générique, le générique du film, c'est des images d'archives, et ça contraste vraiment avec le côté très justement rococo de la suite du reste du film. C'est assez marrant. Et bref, tout ça pour dire que Oliver Stone a suivi en fait des mafieux cubains à Miami pour essayer de s'inspirer un petit peu de leur quotidien pour écrire son film. Et en fait, il s'avère que les mecs en question ils en ont fait des caisses en fait par rapport, je pense que par rapport à l'ego et tout ça. Ils ont surjoué le truc, ils ont raconté des trucs qui ne s'étaient jamais passés. La scène avec la tronçonneuse, elle est inspirée d'un récit d'un des Cubains que suivait Oliver Stone. Et en fait, c'est du mytho. T'as vu comment je suis caïd. Ouais, c'est ça, exactement. D'ailleurs, si vous regardez Scarface, que vous kiffez le film, je vous invite à lire un bouquin qui s'appelle American Desperado. Qui est en fait une interview longue et la vie en fait d'un mec qui a vraiment existé, qui s'appelle John Roberts, qui en fait était chargé de, entre autres, il n'a pas fait que ça, il a un palmarès relativement long, mais entre autres il est connu pour avoir en fait ramené la coke et l'héroïne du cartel de Medellín et du cartel de Cali par avion jusqu'à Miami. D'accord. Quand vous lisez le bouquin, vous vous rendez compte qu'il a fait tout un tas de trucs, mais en fait, quand il est interrogé sur le film Scarface à un moment donné du bouquin, j'ai trouvé ça rigolo. Et lui, il dit, mais en fait, quand je regarde Scarface, moi, je rigole, parce qu'en vérité,
ça se passe pas du tout comme ça. Être beaucoup plus, c'est beaucoup plus feutré, tamisé, c'est très feutré. ouais. Là, on voit Tony Montana qui abat le Colombien là, en pleine rue, tranquillou. en pleine journée, au bord de plage, le coup de la tronçonneuse, etc. Donc lui, il dit non, mais j'ai jamais vu ça de ma vie, et pourtant j'ai trempé dans le milieu depuis ma naissance quasiment, jusqu'à ce que je me fasse choper. Il doit avoir une 50aine d'années quand il s'est fait attraper, et j'ai jamais vu un truc comme ça. Et pourtant, les Cubains, ok, ils étaient chauds, ils étaient hyper violents et tout ça, mais jamais ça, j'ai jamais vu ça. Donc voilà, en fait, c'est tout ça pour dire que le film est involontairement caricatural par rapport à la violence qui est décrite, etc., alors que ça se voulait plutôt proche de la réalité, en fait, au départ. C'est un peu over the top pour le coup. Là, c'est trop, ouais. C'est trop. Ouais, Mais ça apporte quelque chose au film, au final, dans le côté un peu satire, en fait. Ça apporte quelque chose au film, en fait. Et puis c'est un film de son époque, hein, les années 80. Ouais, On avait aussi tout ce côté très flamboyant, Ouais, un peu dans tout, quoi. Donc voilà. C'est clair. Et je voulais revenir sur ce que tu disais sur les clins d'œil qui étaient faits à l'original. C'est intéressant dans la toute première scène du film quand Tony Montana est interrogé par les flics. Savoir en gros si ils peuvent le laisser passer à l'immigration, quoi. Et donc lui il dit qu'il a appris l'anglais avec les films, et donc il cite des acteurs comme James Cagney ou Bogart, et en fait donc on comprend qu'il a grandi avec des films de gangsters américains pour modèle, probablement. C'est marrant, j'avais jamais fait gaffe. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que tu te dis en fait sa vision du rêve américain, elle est à travers le prisme des films de gangsters des années 30, dont Scarface est issu, du coup. Donc c'est assez intéressant, je trouve, de voir ça comme ça aussi. Ça explique peut-être sa soif de plus, quoi. Il a été inspiré par des héros du cinéma, quoi. Le truc aussi, par rapport au clin d'œil, The World Is Yours, c'était aussi, ça faisait partie aussi du film initial. Ah oui, d'accord. C'était aussi une trame que tu retrouvais à plusieurs moments du film. Parce que la phrase, elle revient à plusieurs instants du film, à des instants clés. Il y a plein de petites astuces cinématographiques en fait pour montrer l'ascension de Montana, non seulement dans le scénario et dans l'histoire, mais aussi dans les visuellement. De manière assez subtile d'ailleurs. C'est plutôt subtil, ouais. J'avais jamais fait gaffe en fait en décryptant le film. J'ai compris ça. Notamment, il y a un panorama de la ville de Miami au tout début du film quand Tony et Manny sont à la plonge dans un espèce de snack cubain. Il y a ce panorama qui est pris en photo, enfin qui est filmé par la caméra de Brian de Palma, mais qui est sur un espèce d'affiche où il y a le nom du restaurant, etc. Donc le truc... ça nargue quasiment le personnage de Montana en lui disant tu étais venu à Miami pour ça, mais regarde, t'es encore dans la merde, quoi. Et en fait, jusqu'à ce qu'il commette son premier acte enfin non, pas tout à fait le premier d'ailleurs, mais l'acte de quand il assassine le Colombien en pleine rue et qu'il lui pique sa coque, et que du coup il est capable de ramener et la dope et le fric à Frank, et qu'il appelle Frank pour lui dire qu'il a justement réussi son coup. Là, il est dans une cabine téléphonique et on voit en fond d'écran, en arrière-plan, le même paysage en fait que sur l'affiche, ce qui prouve qu'il commence à atteindre son rêve. Le vrai. C'est le cas aussi quand il tue Frank dans son espèce de clubhouse où il le tue. C'est pareil, il y a ce panorama aussi qui est décrit en arrière-plan. On voit, c'est une espèce de grand poster en fond dans la pièce. Et d'ailleurs, le chant contre chant est hyper intéressant sur cette scène parce que donc Tony Montana, lui, est toujours sur ce fond de coucher de soleil de Miami qui est très dans les tons de rouge orangé, très agressif, alors que Frank, lui, est toujours son arrière-plan. Lui, il est sur une partie de la pièce qui est très grise, très feutrée en fait. Et c'est hyper intéressant de voir justement, ça met en lien les personnalités et qui domine par rapport à l'autre en fait. C'est ça. Et non, il y a plein. The World Is Yours, on le revoit aussi à plusieurs moments clés du film. Dans le cas d'un ballon dirigeable, à la fin du film évidemment dans la fontaine, etc. Enfin, il y a plein de moments un peu clés où tu sens qu'il y a un truc qui est en train de basculer, où il y a cette phrase qui est
qui est inscrite dans les images du film. Voilà, mais en tout cas, il est très marqué années 80 quand même. Ah oui, c'est sûr. Les costumes aussi, quoi. Les costumes, tout, la musique. La musique, c'est sûr. Giorgio Moroder d'ailleurs. D'accord. Qui est une espèce d'icône dans le monde de la culture, enfin de la musique électronique en fait. J'ai appris en préparant le podcast que Daft Punk avait fait une chanson qui s'appelle Giorgio by Moroder ou quelque chose comme ça, où ils reprennent les airs de synthé notamment du film. D'accord. Donc ouais, c'est très marrant. Et d'ailleurs, ils ont fait une réédition. Universal a proposé une réédition du film en 2003, donc pour célébrer les 20 ans du film. Pour dire que vraiment le truc a été récupéré d'un truc de fou. C'est-à-dire que pour qu'il soit moins marqué années 80, ils ont proposé à Brian De Palma de changer la bande-son du film et d'intégrer plutôt que les chansons de Moroder, d'intégrer des morceaux de rap américains, notamment par des rappeurs qui étaient fans absolus de Scarface et de Tony Montana, ce à quoi Brian De Palma s'est farouchement opposé en disant non. C'est un film de son époque. C'est un film de son époque, et en plus, en faisant ça, le message que moi je voulais faire passer au départ, vous le diluez complètement, et il n'y a pas besoin de ça, c'est déjà le cas en fait, donc non, laissez-moi tranquille. Et donc ils ont fait la réédition, mais sans changer les morceaux. Ça aurait été intéressant, Marc, de... pas si ça aurait... Je suis pas sûr que ça aurait apporté grand-chose au film en fait, mais je pense que ça leur aurait coupé encore plus du message initial qu'ils veulent promulguer. Donc, moi je suis plutôt d'accord avec De Palma, il fallait pas le faire. Puisqu'en plus ça aurait été probablement un peu sans queue ni tête, avec un truc qui se passe dans les années 80 de toute façon. Ou alors tu refais un film quoi, et il sera toujours moins bon que celui-ci quoi qu'il arrive. Donc, voilà. Et alors je voulais revenir au costume aussi, parce que donc voilà, déjà la façon dont Tony Montana est habillé, de plus en plus clinquant et de plus en plus bling bling. D'ailleurs c'est intéressant parce que le costard qu'il porte quand il va négocier, je sais plus où c'est qu'il va négocier pour... En Bolivie, je crois. En Bolivie, voilà. Quand il va en Bolivie pour négocier et que l'autre se fait tuer, d'ailleurs, l'homme de main de Frank se fait tuer. Il a très classe aussi. Oui, mais c'est beau. Lui, il a, si tu regardes bien, le costard qu'il porte est le même que Frank la première fois il le rencontre. Ah, ok, d'accord. Donc ce qui veut bien dire ce que ça veut dire, tu vois, petit à petit il est en train de prendre sa place. C'est la même chose, c'est un costard blanc avec une chemise rouge ouverte sur la poitrine pour laisser dépasser les poils, quoi, symbole de virilité ultime. Voilà. Et alors voilà, j'ai aussi lu un article de Vogue sur la robe bleue de Michelle Pfeiffer qui est assez emblématique. On n'a pas parlé de Michelle Pfeiffer, ce qui est dommage. Ah ouais, elle est excellente. Ouais. Elle est excellente dans le film, parce que c'est pas un rôle facile en fait. Il faut rester elle reste très distante en fait pendant tout le film, mais elle a cette classe naturelle. Hyper distante, elle est très jolie. Oui, c'était un peu l'objectif. Vérité absolue. Ouais. Mais elle est hyper. Non, le rôle est pas facile à interpréter parce que justement, il n'y a aucune chaleur qui se dégage de Elvira. Et en même temps, elle a un rôle clé dans la construction de Tony Montana. Hein. C'est ça, du personnage. Mais alors, moi, j'ai aucune empathie pour elle non plus parce qu'elle. Elle sait très bien où elle met les pieds en y allant, en fait. Oui. Donc. Ouais, et puis mais c'est une michto. Hein. Oui, non, mais c'est. Alors justement, je voulais venir à la place de la femme aussi dans le. Alors, je reviendrai à la robe après, mais la place des femmes dans ce film m'intéresse vraiment parce que dans ce film, en fait, les femmes répondent à un stéréotype qui était très courant à l'époque dans les films de l'époque, ce qu'ils appellent en anglais le Madonna Whore Complex. Donc selon ce cliché, en fait, les personnages féminins sont soit des saintes, Madonna, soit des putains, hein, Madonna, pas la chanteuse. Hein. Non, pas la chanteuse, la Madonna, voilà quoi. Et en fait, il y a rien entre les deux, quoi. C'est soit t'es une pute, soit t'es une sainte, mais il peut rien y avoir entre les deux pour une femme, quoi. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est utilisé de manière intelligente parce que c'est à travers les yeux de Tony Montana. Donc toutes les femmes, en fait, sont des putains pour lui, hein, vu la manière dont il s'adresse aux femmes qui l'entourent, à commencer par Elvira, donc sa propre femme. Et Gina, en fait, c'est la seule sainte, le seul objet de pureté à travers ses yeux. Qui a un rôle assez difficile à endosser pour elle, parce qu'en fait, elle n'est pas sainte du tout, c'est juste une fille normale qui risque même de tomber un peu du mauvais côté à cause de lui.
Et Elvira, elle, c'est le prix à gagner, hein, la personne capable de sacrifier toute son humanité et tout ce qu'elle est pour l'argent et pour la drogue. Donc oui, c'est un peu une pute, hein, voilà quoi, faut bien dire ce qu'il y a si on part de ce principe-là. Hein. Donc voilà, c'est intéressant de voir en fait comment sont présentées les femmes à travers ses yeux à lui, quoi. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que là, pour le coup, c'est un des points qui le différencie beaucoup de son ami Manny Rivera. Qui lui est clairement un don Juan. Un homme à femme. Il est très beau gosse d'ailleurs en plus. Il est super beau gosse. Vraiment le copain. Ce qui est pas le cas de Montana, complètement pas. Et à un moment, toujours dans la même scène justement où Manny vient de se prendre une baigne parce qu'il a sorti sa langue. Il lui dit. In this country, you get to get the money. If you get the money, you get the power. If you get the power, you fuck all the bitches. Ouais, donc en gros, si t'as de l'argent, tu peux te faire à peu près qui tu veux. Ouais, c'est ça, c'est l'idée. L'argent et le pouvoir t'apportent toutes les femmes. C'est ça. Donc ouais, en effet, le prisme de Montana par rapport à ça, il est clairement assumé. Et Manny est plus fleur bleue. Alors enfin, fleur bleue, c'est un peu un queutard quand même. Oui, mais il a un côté un peu. Il tombe amoureux de. Il tombe amoureux de la Gina, sœur. C'est ce qui va causer sa perte aussi. Mais même dans son approche des filles, il a un côté assez. Fleur bleue, c'est pas le bon mot, mais. C'est pas méchant, quoi. C'est pas méchant, c'est de la drague lourdissime. C'est lourdague, ouais. Mais il a pas ce côté, si je fais de l'argent, je vais pouvoir. C'est pas. Voilà, c'est il pas drague. Calculé. C'est pas calculé, il y va au feeling. Ouais, c'est sûr. Il veut une marque de jean pour avoir son nom sur les fesses de toutes les filles. Ça, j'adore aussi, quoi. C'est génial, quoi. Mais voilà, en fait, les personnages féminins, enfin pas que, en fait, tous les personnages entre eux, ils sont incapables de communiquer. Si tu regardes, il n'y a aucune connexion. Ils sont chacun dans leur propre monde et dans leurs propres objectifs. Mais voilà, dans le passage du resto duquel on a déjà parlé, hein, où Tony fait tout un tas de reproches à sa femme, la façon dont il lui parle, la façon dont il lui manque de respect. En fait, il est allé tellement loin qu'il est incapable de considérer les personnes autour de lui comme des êtres humains, quoi. Et Elvira, elle en fait partie, hein. C'était vraiment le bel objet qu'il a pour décorer sa maison, quoi. Mais ils ont aucune connexion humaine entre eux, quoi. Elle est avec lui pour la coke et le fric. Lui, il est avec elle parce que elle fait joli, c'est un trophée, quoi. Ouais. Mais il n'y a pas de vraie connexion entre eux. Et donc à la fin, quand elle lui dit « nous sommes pas des gagnants, nous sommes des perdants », c'est là tout le message du film, quoi. Leur mode de vie, c'est pas du tout une réussite, hein, c'est une descente aux enfers, en fait, quoi. Cet hyper-consumérisme les a emmenés à leur perte, enfin, et la drogue et tout le reste, quoi, les a emmenés à leur perte, quoi. Ça n'a pas aidé. ça aide pas. Et donc oui, voilà, je voulais revenir à la robe bleue de Michelle Pfeiffer. Donc je suis tombée sur un article de Vogue que j'ai trouvé hyper intéressant. Donc je vous le cite, hein. En observant la robe de soie bleue de Michelle Pfeiffer dans Scarface, le néophyte n'y verrait qu'une tenue destinée à émerveiller la jante masculine et submerger d'envie les femmes qui aimeraient lui ressembler. Mais Patricia Norris, donc la costumière, hein, va encore plus loin dans la construction de cette robe mythique à l'encolure brodée de strass. Le peu de tissu utilisé par la costumière en dit long sur le personnage d'Elvira. D'abord sur ses origines. Le Scarface de Brian De Palma étant un remake du film d'Howard Hawks sorti en 1932, il était naturel d'y intégrer des petits clins d'œil. Plutôt qu'un vêtement à froufrou et à imprimé bariolé comme on faisait beaucoup dans les années 80, Patricia Norris opte pour une tenue inspirée du glamour hollywoodien des années 30. La fente sur la cuisse, le décolleté en V et la matière chatoyante de la robe d'Elvira ne sont pas sans rappeler les tenues de Jean Harlow dans le film L'ennemi public. Ce minimalisme, n'enlève rien au charme fatal d'Elvira qui semble se déplacer comme une muse flottant dans son drapé de soie. Au contraire, pour Patricia Norris, less is more. La robe simple mais sulfureuse de Michelle Pfeiffer contraste avec les tenues clinquantes de Tony Montana. Les deux personnages n'appartiennent pas à la même classe et cela se ressent dans leur sens du style. Donc c'est vrai que ça, je trouvais que c'était intéressant de le noter. Immédiatement, tu sens qu'il y a un écart d'histoire entre les deux, quoi. C'est sûr. Et pourtant, ils se retrouvent au même endroit. Elle lui fait ressentir d'ailleurs, hein, en gros. Au début, c'est incroyable. Elle le méprise. Ouvertement. Ouvertement et sans faux semblant. Hein. Sans filtre. Hein, quand il fait un peu le taxi pour elle, là, qu'elle lui refuse de monter dans la bagnole parce qu'elle n'est pas assez clinquante. Montana, du coup, au début, elle le mène un peu par le bout du nez, hein, parce que s'il va changer de bagnole pour Elvira. Hein, c'est ça. Il fait tout pour... c'est-à-dire qu'il refuse d'être
c'est encore son ego là qui parle. Hein. C'est Il refuse d'être réduit à moins que ce qu'il pourrait être. Quoi. Exactement. Donc, voilà, Et pour répondre à ta question tout à l'heure, je pense que c'est un peu les trois. Il y a le syndrome du caniche nain, qu'on connaît bien. On en a eu un, on sait ce que c'est. C'est ça. Qui surjoue le côté je suis sûr de moi et j'aboie à fond parce que du coup, j'ai au contraire plutôt un complexe d'infériorité. Parce que j'ai pas la même culture, j'ai pas le même passif que tous mes interlocuteurs et tous les gens qui m'entourent. Puis il y a le côté, en effet, de toute façon, je pense que pour réussir dans ce milieu-là, fallait avoir une sacrée paire de coronesses et surjouer ce truc-là. Et puis, alors, je pense aussi, c'est peut-être pas très sympa de dire ça, mais je pense aussi que c'est pas quelqu'un d'extrêmement intelligent, Tony Montana. Il est intelligent dans la stratégie et tout ça, mais je pense, tu vois, le fait qu'on dise par exemple fuck, il sait dire que ça en fait. Tu vois, le mot fuck est prononcé 1,32 fois par minute, surtout par lui. Ça montre aussi le vocabulaire limité de Tony Montana, quoi. Alors c'est maman qui m'a fait cette réflexion. Et ça le renvoie aussi à son statut d'immigré, c'est pas sa langue naturelle. Voilà, c'est ça. Et du coup, le gars, en fait, quand on sait pas s'exprimer, on a les points, quoi. C'est ça, je pense qu'il peut pas compter sur ni sa façon de parler, il faut qu'il fonce dans le tas, en fait. C'est sa seule façon de s'en sortir, quoi. C'est ça. Tu le comprends dès le début. Dès le départ. Le seul truc qui le fait sortir du camp de réfugiés, c'est de planter un mec. Voilà. Et ça, en fait, c'est une ligne de conduite du début à la fin du film. C'est-à-dire que chaque fois qu'il gravit un échelon, c'est parce qu'il va un peu plus loin dans la violence. Et voilà. Mais en effet, ça le renvoie aussi à son statut d'immigré cubain parce que l'anglais est pas sa langue maternelle et que du coup il a un vocabulaire probablement un peu plus limité. On sent qu'en effet il a grandi dans un milieu plutôt modeste qu'il n'a pas forcément eu accès à l'éducation, à l'école, etc. On le voit aussi avec sa sœur et sa maman quand il va les rencontrer au milieu du film. Au début, on voit qu'elle galère, hein, tout simplement. Elles n'ont pas de sous, c'est sûr. Pour survivre. Et sa mère, c'est peut-être la seule personne qui me fait de la peine dans tout le film, quoi, parce qu'elle, tu sens qu'elle est fière, elle veut s'en sortir de façon honnête. Ouais, c'est ça. Et ça la débecte, en fait. Je trouve que tu vois, le discours de sa maman, quand elle lui dit c'est à cause de gens comme toi que les gens pensent que les Cubains sont tous comme ça, en fait. Ça me rappelle un peu ce que nous disait notre grand-père. Notre grand-père qui était italien. Et qui disait j'ai subi parce que les autres faisaient de la merde, en fait, alors que moi j'étais honnête et je bossais et je demandais rien à personne, quoi. Exactement. Et du coup voilà, j'ai trouvé en effet c'est presque le seul personnage de tout le film. Manny est attachant. Je trouve que Manny est très attachant. C'est son meilleur copain. Alors qu'il fait des trucs horribles aussi, parce qu'il plombe aussi. Il trempe autant dedans, c'est ça. Sûr. Mais il se laisse porter un peu, il a ce côté un peu, je n'ose pas dire romantique, mais un peu... lui, il est bien où il est, en fait. Ouais, lui, il serait même contenté de rester bosser dans le snack au mais début. Carrément. Il aurait été tout seul, il serait même pas sorti du camp, en fait. Hein. Probable, parce que même dans le camp, il se balade, il frime un peu, il a la démarche un peu chaloupée. Il va chercher Tony qui est en train de jouer au basket au début pour lui proposer le plan justement pour sortir. Enfin, il suit le mouvement. Justement, en fait. Le fait de se contenter de ce qu'il a met en relief le fait que Tony, lui, ne se contentera jamais de rien. Jamais. Mais c'est justement le contraste entre les deux qui met en relief en effet le côté hyper gourmand, vorace de Tony Montana. Et moi, je trouve quand même que Manny est un personnage attachant. C'est vrai. Mais c'est vrai, sa maman aussi, tu la plains, tu la plains. Enfin, tu la plains, tu as de l'empathie pour elle. C'est ça. Et puis, elle voit que sa fille. Elle sait que si. Se fait engloutir par ce monde-là aussi. Elle sait que si Tony rentre en contact avec sa fille, il va la pourrir comme tout le reste, la pervertir comme tout le reste. Mais c'est vrai que c'est les deux seuls personnages qui sont humains quasiment dans le film. Gina aussi, d'une certaine façon, quoi. Gina aussi, mais quelque part, t'as envie de lui dire mais réveille-toi. Ouais, cocotte, qu'est-ce que tu fous, t'es bête. Ouvre tes yeux, quoi. Ouais, c'est sûr. Mais bon. Et alors juste, je voulais dire 2-3 petites anecdotes que je trouve intéressantes. Donc Brian De Palma a transposé l'action du film de Howard Hawks, donc du premier,
À la base, le film se déroulait à Chicago, donc Brian De Palma lui a voulu faire ce film dans le Miami des années 80, où se concentraient les criminels libérés des prisons cubaines. Ce choix a provoqué des vagues, notamment au sein de l'Office du tourisme, qui craignait que le long-métrage n'offre à leur ville une réputation de haut lieu de la criminalité cubaine et fasse ainsi fuir les touristes. Donc ça, c'est une anecdote d'Allociné que je trouvais intéressante. Et toujours sur Allociné, ils nous disent « Bien que l'histoire soit censée se dérouler à Miami, la majorité du film fut tournée à Los Angeles. En se rendant en Floride, l'équipe de production craignait de se faire agresser par les immigrés cubains en raison du sujet polémique du film. Les rues et les bâtiments de la ville californienne furent donc réaménagés pour donner l'illusion d'être à Miami. » Je trouve ça intéressant. Ça a dû nécessiter un peu de boulot quand même. Oui, je pense. Parce qu'on y croit, on a vraiment l'impression que c'est on Miami. y croit. Ouais, en plus, le film est construit aussi autour d'un élément géopolitique. C'est ce qu'on voit en premier, en fait, pendant le générique. C'est ce qui, c'est l'environnement du film, en fait, il est construit par rapport à cet événement-là et au fait que Castro envoie en fait des bateaux entiers de réfugiés, dont certains, en effet, étaient des criminels. Une bonne partie, même, en fait. Donc Castro s'est débarrassé, en fait. C'est ça. Alors, ils ont du mal, évidemment, à évaluer le pourcentage. Il donne le nombre au début du film, mais il y en avait un paquet. Je crois que c'était 25 000 personnes dans le lot qui étaient des criminels. Quoi. Oui, et puis voilà, c'était pas des petits criminels. Oui, voilà, c'était pas j'ai volé une voiture, quoi. C'est ça. Et du coup, qui arrivent tous, le couteau entre les dents, au même moment, au même endroit, forcément ça crée des trucs, quoi. Et je pense qu'il a voulu mettre ça en relief aussi, De Palma, dans sa façon de filmer le camp de réfugiés aussi, qui est juste un truc dans lequel t'as pas envie de voir tes pires ennemis. Alors ça, toute proportion gardée, mais ça m'a rappelé la jungle de Calais un peu, tu vois, tu te dis, alors ça a rien à voir, le contexte n'est pas le même. Le contexte n'est pas le même, mais bon, la situation des gens qui habitent entre guillemets, le désespoir, qui te pousse parfois à faire des choses que t'aurais pas fait. Ouais. Exactement, voir que t'avais déjà fait, où il faut pas trop te pousser non plus. Oui, là dans le cas de Tony Montana, c'est ça, quoi. C'est le cas, puisqu'il le dit lui-même, il lui dit, tu es un communiste, j'ai le fou. Je le ferai pour le plaisir. Je le ferai pour le plaisir, je le ferai pour le fun, quoi. C'est ça. Là, du coup, je vais lui faire du beau travail, vu qu'il y a une grille de carte à la clé. C'est ça. Ouais. Donc, le film est très complexe parce qu'il y a plein de façons de le visionner. Mais j'avais vraiment oublié cet aspect politique. Il y a un vrai truc, il y a un vrai sujet, mais qui est gommé un peu par la récupération du film. Moi, je parle de récupération vraiment parce qu'il y en a une. Et quelque part c'est tant mieux aussi parce qu'elle permet à des gens comme toi et moi d'avoir vu ce film, ce qui n'aurait probablement pas été le cas si des rappeurs ne s'en étaient pas emparés à un moment donné, tu vois. C'est vrai. Parce qu'il était hyper c'était très marginal, le nombre de personnes qui a eu ce truc là, mais quelque part ils perdent sa nature, quoi. Oui, c'est un peu on tombe un peu à côté de l'objectif, et le contexte géopolitique et pas analysé dans beaucoup de podcasts ou de trucs autour du film, alors qu'il y en a des tonnes, mais très peu s'intéressent au contexte politique du volontaire qui a été choisi. Et pourquoi ils ont choisi ça, parce que c'est sûr. Alors qu'en fait, ça détermine tout le film. Pour une fois, c'est pas les immigrés italiens à New York, quoi. Alors que c'est souvent ça les films de mafieux. Ou irlandais. Voilà, c'est ça, c'est vrai. C'est souvent l'un ou l'autre. Là, c'est les Cubains. C'est vrai qu'il y a peu de films de gangsters qui parlent des Cubains, en tout cas qui en font des héros centraux du film, quoi, des personnages principaux. C'est vrai. Mais non, ce que je trouve intéressant, c'est que justement, ce film-là prend le contre-pied de plein de films de gangsters. Il n'est pas tourné du tout pareil, les objectifs ne sont pas les mêmes, le message véhiculé au départ n'est pas le même non plus. On aboutit quand même à la même chose. Enfin, tu vois, moi, la fin, le fait qu'il n'arrive pas à se contenter d'une vie normale et que le fait de vouloir cette vie, c'est ça qui l'amène à sa perte, ça m'a fait penser à la fin des Affranchis de Scorsese, Goodfellas, où à la fin, le personnage de Ray Liotta est forcé de vivre une vie normale. Et tu sens que pour lui, c'est une prison. C'est impossible, c'est trop dur pour lui, quoi. Un film qu'on vous recommande aussi, d'ailleurs, si vous avez l'occasion de le voir. Il est énorme. Et du coup, c'est intéressant de voir comment... Enfin, ils seront pas heureux, ces gens-là, en fait. À trop en vouloir, tu peux pas être heureux, quoi. C'est souvent le message de pas mal de films, en effet. De gangsters, quoi. Et tout ça. Souvent, c'est les réalisateurs qui sont penchés sur le sujet sont quand même souvent les mêmes.
Donc ils ont je pense une façon d'aborder les sujets qui leur ressemble. Mais bon, il y a beaucoup de films quand même, c'est du Scorsese. Oui, il y a beaucoup de Scorsese dans le Scorsese et tu sens la patte. Si tu regardes même Coppola, quoi, Le Parrain, c'est un peu la même idée. Michael, il n'aurait pas choisi cette vie-là. Au début, il pense pas choisir cette vie-là, Michael Corleone, au début. Ah oui, il est complètement en opposition et au final, finalement, il se comme laisse un embraguer, aimant, il s'y retrouve. Mais par contre, le personnage du parrain, joué par Marlon Brando, meurt de sa belle mort. Oui, tranquillement, dans son jardin avec son petit-fils. Donc le message est quand même pas tout à fait le même, tu vois. C'est vrai. Il meurt pas du tout de la même manière que Tony Montana. Ah, c'est beaucoup plus sobre là aussi. Complètement, dans son jardin. Voilà, oui, c'est sûr. Je voulais revenir aussi un petit peu. Alors, donc j'ai trouvé ça sur un article de Vogue aussi. Donc à la base, c'était le réalisateur Sidney Lumet qui était pressenti pour réaliser le film. Et finalement, c'est Brian De Palma qui a été choisi. Et il a abandonné le projet Flashdance. Autre salle, autre ambiance. Ah là, oui. Ça reste dans les années... Quoi, la bande-son est peut-être... Ça reste très années 80. Mais oui, voilà, quoi. Donc voilà, il a finalement laissé tomber Flashdance pour faire Scarface. On peut pas lui en vouloir. Et pour incarner le rôle donc, de Tony Montana, ils avaient d'abord pensé à Robert De Niro, Sylvester Stallone, et puis finalement Al Pacino. Je sais pas ce que ça aurait donné avec Stallone. J'ai du mal à imaginer. Par contre, avec De Niro, ça aurait pu être cool. De Niro, ça aurait pu être bien. Dans un style différent. Je pense qu'il n'aurait pas joué du tout de la même manière, mais ça aurait été intéressant. Mais quand tu vois De Niro dans Taxi Driver, tu te dis il peut faire un très bon Tony Montana. Ça aurait pu être un très bon. Non, c'est pareil, De Niro, c'est comme Pacino, il peut jouer le mec. Tu peux pas. Voilà, quoi. C'est une icône absolue. Voilà. Et pour jouer donc Elvira, ils avaient pensé à Rosanna Arquette, Melanie Griffiths, Jennifer Jason Leigh, Kim Basinger, Kathleen Turner ou même Jodie Foster. Et même Pacino à l'époque avait évoqué l'idée de confier le rôle à Glenn Close parce qu'il trouvait qu'elle était excellente. Et la production l'avait pas estimée assez sexy, donc c'est pour ça qu'ils avaient finalement choisi Michelle Pfeiffer qui venait d'être révélée par le film Grease 2. Voilà, autre daube. Mais bon, voilà, quoi, ça lui a permis derrière de faire une belle carrière, donc c'est pas mal. Dit, alors tu vois, autant Montana, j'arrive à imaginer De Niro, un peu moins Stallone, mais bon, pourquoi pas. Autant le rôle d'Elvira, pour moi, c'est Michelle Pfeiffer, je ne vois pas. Même Kim Basinger qui ressemble un peu, même dans la filmographie. Puis qui est tout aussi jolie. Et qui était aussi jolie. Oui, un petit peu. Non, je sais pas, j'arrive pas à la projeter dans ce rôle-là. Je trouve qu'il est fait pour. Il lui va super bien. Elle le joue elle est parfaite. Il y a rien à dire. Et donc, ce que je trouvais intéressant aussi, c'est que Pacino, pour interpréter son rôle, il s'est inspiré, donc pas des autres acteurs qui jouent dans les films de gangsters, mais de Meryl Streep. Dans un entretien avec Lawrence Grobel, il confiait « J'ai été très inspiré par le travail de Meryl Streep dans le choix de Sophie. J'ai trouvé la façon dont elle s'impliquait dans le rôle d'une personne qui vient d'un autre pays et d'un autre monde était particulièrement juste, investie et courageuse. C'était très inspirant. » Donc voilà, je trouvais que c'était intéressant de le noter aussi. Et c'est d'autant plus intéressant que ça rejoint aussi ce qu'on disait sur... il n'a pas pris en exemple le truc de mafieux, il a pris en exemple quelqu'un qui est immigré. Et qui essaie de lutter pour s'en sortir. De s'intégrer en fait. Et du coup, ça donne du sens aussi au message de fond du film. Parce qu'il a plutôt choisi le côté j'interprète quelqu'un qui vient d'un autre pays et qui essaye de s'en sortir par ses propres moyens et qui galère, que le côté je suis un mafieux et voilà. C'est ça, c'est sûr, c'est intéressant. Je sais pas si tu as... franchement, on a dit plein de trucs. Alors, franchement, on pourrait faire... moi, je peux faire 6 heures sur Scarface. Il n'y a pas de problème. Je peux faire un podcast qui dure plus longtemps que le film. Mais c'est pas l'objectif, en tout cas. Moi, j'espère qu'on vous aura donné envie de le voir. Si vous l'avez pas vu, on a spoilé pas mal de trucs, en fait. Oui, il faut... de toute façon, il faut voir les films avant d'écouter le podcast, je pense, quoi qu'il en soit. C'est préférable, en effet. Pour les quelques-uns qui l'auraient pas vu, foncez. Parce que c'est quand même un classique. Ça reste un classique. Ne serait-ce que pour la réalisation, la gestion de... La tension est palpable dans ce film. Rien que pour ça, voir comment la tension monte, comment les scènes sont filmées et tout. Là, c'est une masterclass. C'est magistral. Sur le montée du côté
stress en fait, et du côté stressant, c'est magistralement mené ça. Mais enfin, il y a plein de trucs à voir sur ce film-là, faut pas hésiter. C'est sûr. Dispo sur Netflix, je crois. Oui, il est sur Netflix en ce moment. Je crois qu'il est sur Prime, en DVD évidemment, à peu près n'importe où. Oui. Voilà, donc foncez, c'est un film à voir avant de mourir. Voilà, ça fait partie de la liste en tout cas. C'est ça. Merci à tous de nous avoir suivis et on vous donne rendez-vous pour une prochaine émission. À bientôt, merci à tous.